Mesdames et messieurs, bienvenue au débat. La loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin sera bientôt examinée au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Elle sera donc adoptée par les élus de la 9e législature. Le test qui vise à définir un tant soit peu le cadre juridique de la chefferie traditionnelle donc a été déposé sur la table des députés. Selon les dispositions de la proposition de loi, 16 royaumes seront officiellement reconnus comme chefferie traditionnelle et nous allons pouvoir voir un peu ces différents royaumes et analyser justement, faire le diagnostic avant cette appropriation de ce test et puis ce qui pourrait advenir après la validation ou les amendements qui seront apportés par les parlementaires. Le deuxième sujet que nous aborderons, c'est bien cette décision du Conseil des ministres concernant l'artisanat. Vous savez, il sera mis en place donc le cadre de concertation nationale de l'artisanat au Bénin. Pour quel résultat? Et donc pour en parler, je reçois pour vous Juste Akakpo. Juste Akakpo, bonsoir. Bonsoir Romuald. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes analyste politique. Merci également à Théodule Roussa qui est toujours avec nous. Théodule Roussa, bonsoir. Rebonsoir Romuald Bonrouy. Bonsoir le plateau et rebonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Quand on en arrive bientôt à l'adoption et au vote de cette loi sur la chefferie traditionnelle, déjà, quel était le diagnostic? Quel était ce qui se passait réellement pour qu'on en arrive à avoir quand même une chefferie traditionnelle révisée au Bénin? Juste à Capo. Alors, pour ce qui est de la situation qui rayait de façon basique, c'était que les rois, les chefs coutumiers et autres avaient la latitude de s'organiser comme ils voulaient. Ils étaient libres dans leurs actions, dans leurs mouvements. Donc, il n'y avait pas, en tant que tel, une législation ou un cadre réglementaire qui puisse instituer ou qui puisse encadrer réellement comment est-ce que les choses doivent se dérouler dans la chefferie traditionnelle, dans la royauté, ainsi de suite. Donc, les rois et autres avaient la latitude d'exercer leur pouvoir, d'agir comme ils veulent, mais sur le plan traditionnel. Parce que sur le plan administratif et socio-politique et autres, il y a déjà les mairies, les arrondissements et autres qui étaient déjà institués sur le plan administratif. Donc, du coup, les chefs traditionnels, les rois et autres, étaient libres dans leur action. Ils s'organisaient de façon autonome et fonctionnaient comme cela se devait. Et déjà, sur ce plan-là, c'est que, par exemple, quand les gens avaient des situations, les rois avaient la capacité ou bien avaient cette légitimité-là dans la société de pouvoir statuer sur des situations données au sein de la société. Donc, pour ceux qui ne voulaient pas, par exemple, aller au niveau des commissariats et autres pour pouvoir statuer par rapport à des situations données, ils allaient délibérément vers les rois. Donc les rois avaient cette capacité-là, avec cet attribut-là qui leur permettait de pouvoir statuer sur certaines situations. Mais tout cela n'était pas encadré par des lois, par des textes. Donc, il y avait aussi, tout le monde s'autoproclamait roi aussi. Exactement. Donc, il y avait aussi cette situation-là, la situation qui faisait que les gens pouvaient se lever à un moment donné, s'autoproclamer roi, parce que on a constaté en fait que c'était comme si le titre de roi était devenu un torchon. Et quelque chose que l'on pouvait vilipender ou bien que l'on pouvait prendre à la légère. Et à un moment donné, on a commencé par, en réalité, constater une prolifération de rois. Donc, les gens s'arrogeaient le titre de roi comme ils voulaient. Et l'autre chose aussi qu'on doit savoir, c'est que dans certaines familles, par exemple, je dirais plutôt dans certaines localités, chaque famille a la capacité ou bien les choses sont instituées de telle sorte que dans chaque famille, on peut avoir un roi. Et cela existe jusqu'à maintenant. Mais il arrive que ces familles-là qui ont des rois, que ces rois soient chapeautés par un autre roi.
Je vous donne l'exemple de Boycon et d'Abomey, que je maîtrise bien, à Boycon et à Abomey. Lorsque vous allez là-bas, vous allez constater par exemple qu'il y a plusieurs, et que chaque famille a un roi. Chaque famille a un roi. Et dans ce même, dans un quartier par exemple, il peut avoir un roi qui chapeaute maintenant les autres rois. Donc les autres rois, les rois de ces familles-là, reconnaissent les rois, reconnaissent l'autre roi comme étant quelqu'un qui peut les chapeauter en fait. Donc l'autre chose aussi par rapport au diagnostic, c'est que il arrive par exemple que du fait qu'il n'y a pas un cadre réglementaire, au sein de la même communauté, une partie, vous convenez avec moi que dans certaines familles, on peut avoir deux subdivisions dans la même famille. Il y a une famille qui a une dénomination donnée, une famille qui a une autre dénomination donnée, mais ils ont une dénomination en commun. Donc, ça fait que l'autre partie peut dire, c'est mon tour, c'est notre tour d'être roi. Et l'autre partie peut aussi se lever et dire c'est notre tour. Et puis ça commence par entraîner des guerres. Et ça provoque des crises. Exactement, voilà. Exactement. Très bien. Il y a par exemple, pour finir, il y a par exemple cette situation-là qui est en train de créer une sorte de, comment je dirais, une sorte de trouble social actuellement dans la commune de Banté, plus précisément dans le village qu'on appelle Asaba. Les gens ont dû par exemple quitter leur maison et autres là pour aller se réfugier à Banté la semaine passée. Seulement. Parce que les gens avaient commencé par tirer sur les civils et autres. Ils ont commencé par s'entretuer. Donc les gens ont dû se réfugier ailleurs. Très bien. Donc voilà. Ça veut dire que le problème existe réellement. Le problème existe et il faut donc trouver solution. Voilà, on parle du diagnostic. Un peu Théodule Moussa, vous connaissez un peu, vous avez côtoyé un peu certains royaumes, vous avez constaté des choses en tant que journaliste également. Est-ce que le besoin d'aller à une législation autour de la chefferie traditionnelle, le besoin était là? Romuald, oui, je dis d'abord merci à notre ami Katmo pour avoir planté ce décor, de nous apporter d'autres informations et sur lesquelles on aura le temps de revenir, si le temps nous le permet. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, le besoin est là aujourd'hui, Romuald, oui, et tous les téléspectateurs, bien avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, il y avait cet appel qui était lancé de part et d'autre pour qu'on réorganise la chefferie traditionnelle au Bénin. Vous l'avez si bien dit, merci à vous. Nous avons, de par nos recherches pendant plusieurs années, côtoyé certaines chefferies traditionnelles du nord au sud, et nous avons compris que il y a un problème. Il y a un problème, c'est quoi? C'est-à-dire même des chefs de collectivité, certains chefs de famille, certains chefs de rite ou de divinité se sont imposés, c'est-à-dire en chefferie, c'est-à-dire en roi. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de rois sans royaume. Au lieu d'être chef de famille, il se transforme en roi. En roi. Alors, parce que quoi, tout le monde veut s'afficher. On a oublié que, attention, nos royautés, chaque localité a son histoire. On sait qui étaient les rois, où est-ce qu'il y avait véritablement une royauté bien ordonnée. Et quelle était l'histoire qui était là. C'est vrai que par le passé, certains de nos rois avaient travaillé, avaient lutté pour conquérir d'autres terrains, d'autres territoires. D'autres territoires que des gens, soit ils sont arrivés à le faire, soit ils ne sont pas arrivés à le faire. Et en tout cas, quelqu'un d'autre qui est resté dans un coin, qui a eu la chance peut-être de lutter parce qu'il aurait par le passé des forces occultes qui a aidé à repousser l'envahisseur, l'hégémonie de l'autre roi, et ça s'affiche désormais roi sans avoir de royauté. Il y a cette disparité que aujourd'hui certains ont activé, ils ont entretenu ça. Ça fait un. De deux, il y a également que les hommes politiques, ça il faut le dire, nos hommes politiques pendant longtemps ont entretenu ça aussi. Parce que dans leur famille, c'est telle personne qui a assez de pouvoir, qui est bien connue, ou qui est chef de tel rite. Et qui pourrait avoir un vivier politique. Alors, on le soutient, on lui donne les moyens, et puis voilà, c'est désormais, il s'arroge
le fauteuil ou bien le trône de roi sans avoir de royauté. Le besoin était là. Et donc, sans avoir un territoire, sans avoir un royaume, aucun. Il est roi. On s'affiche, on dit qu'on est roi. Même le chef de collectivité. Et ça, il faut qu'on le dise. Même au sein il y en a qui se disent, mais moi je suis chef de collectivité, je suis chef de famille. Je ne peux jamais dire que je suis roi. Même un chef de famille dit déjà, non, je ne suis pas chef de collectivité. Moi, chef de famille, je suis sous le chef de la collectivité. Et ainsi de suite. C'est toute une hiérarchie que les gens maîtrisent bien. Ils le savent très bien. Mais parce qu'on dit, écoutez, parce que c'est frère, c'est telle connaissance qui est au pouvoir, parce que on commence par raconter, faire l'historique erroné qui n'ont jamais réuni, en tout cas qui ne fait pas l'unanimité au sein des familles ou de la royauté, et on commence par entretenir ça. Je crois que, moi j'ai applaudi quand j'ai appris la nouvelle que oui, cette loi est prévue en plénière et qu'aujourd'hui c'est voté. Nous en avons 16. Ceux qui ont travaillé à cela sont... Donc c'est en passe d'être voté. C'est la proposition donc, de la commission. Merci, c'est la proposition de la commission. Et je crois que ceux qui ont concocté ces lois ne sont pas des moindres. Tout à fait. C'est de grands chercheurs que nous respectons, des gens qui, pendant longtemps, il faut avouer, des personnes comme Léon Bané Bigou, un historien, c'est vrai qu'il est géographe, il est professeur en géographie humaine, mais il connaît l'histoire. Le professeur Akora et bien d'autres, nous saluons ici la mémoire de Félicien, de l'historien émérite, le professeur Félix Iroko, qui au départ avait travaillé pour qu'il y ait cette réorganisation qui à chaque fois monte au créneau, monte sur les antennes pour clarifier les points de vue. C'est vrai qu'il n'était pas, les gens n'étaient pas d'accord avec lui parce que ça n'arrangeait pas les positions d'antan. Mais aujourd'hui, je pense que c'est clair, la loi est là, il faudrait qu'on réorganise tout ça et que chacun reconnaisse vraiment sa place et que les faux rois, et comme mon excuse je le dis, les faux rois que nous avons, il faut les voir s'habiller. Vous les voyez avec des tas de pelles, chichement habillés, étincelants. Selon vous, quand vous voyez un faux roi, vous le savez. Mais oui, parce que quand vous êtes roi et vous sortez, il y a des types de pelles que vous devez porter. Quand vous êtes un connaisseur, vous regardez, vous savez que celui-ci, c'est vraiment un roi. Il a une royauté, il a son trône. Vous nous donnerez ces secrets-là pour pouvoir déceler les faux rois. Mais en attendant, c'est vrai, très bientôt, les députés vont examiner donc, cette proposition soumise par cette commission donc, qui a été mise en place pour pouvoir quand même mettre en place justement ou réorganiser la chefferie traditionnelle. Et en termes de critères, parce que là, on est en train de parler de 16 royaumes. Nous avons des royaumes, parmi les 16 royaumes proposés, il y a le royaume d'Alada, Basila, Boué, de Danhomé, de Dogbo, Abomé, de Hogbonu, de Igbo, Idaka. Ça, c'est Dassa. Ouais. Il y a donc le royaume de Sakete, de Ketu, de Kika, absolument, de Kilir, qui est encore appelé royaume de Djougou. Oui. Et vous avez Pané, qui est encore appelé Kouandé. Vous avez le royaume de Niki, vous avez le royaume de Sandiro et le royaume de Savalou et de Savé. Et donc, ce sont des propositions. On a pour quand même notre territoire, nous en avions beaucoup de royaumes et tout ça. Quels sont... Bon, on va un peu spéculer puisque la loi n'est pas encore votée, il n'y a pas encore cette loi-là, mais quels pouvaient être ces critères qui ont conduit peut-être à ces choix? Alors, quand bien même je ne fais pas partie de la commission ou du comité qui a effectué le travail, je puis déjà dire que l'un des critères fondamentaux ayant conduit à ayant sous-tendu ce travail-là, c'est déjà l'aspect historique. Oui. L'aspect historique, parce qu'on ne peut pas parler de royauté aujourd'hui sans se référer à l'histoire. C'est très important parce qu'il y a quand même des royaumes et autres là qui ont joué des rôles prépondérants dans notre
histoire, dans l'histoire du Bénin. Et il y en a qui ont réalisé des prouesses quand il s'agissait de repousser l'envahissement des adversaires et tout ça. Et les gens qui voulaient occuper notre territoire. Et donc, il y avait ces rois-là qui avaient combattu farouchement, qui avaient fait ce travail-là. Et en dehors de ça, il y a quand même des royaumes et autres là qui ont des spécificités aussi sur le plan sociologique. Donc, si je mets de côté l'aspect historique, je parlerai aussi de l'aspect sociologique. Et lorsque nous allons quitter là, il y a aussi l'aspect culturel. Parce qu'il y a des royaumes qui ont quand même des spécificités sur le plan culturel et dont on doit avoir quand même l'honnêteté de reconnaître et tout ça. Et de les préserver. Exactement. Donc c'est pour cela que vous allez constater que dans ce comité-là, en fait, c'est un comité ou une commission pluridisciplinaire. Yeah. Pluridisciplinaire. Il y a, comment dit-on, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, le professeur Bani Biobigou, oui. Qui a été d'ailleurs mon enseignant au département de géographie et d'aménagement du territoire. Donc, en dehors de ça, il y a, comment dit-on, des gens qui sont du département de la sociologie, anthropologie. Et en dehors de ça, il y a aussi des experts historiens qui ont travaillé dans cette commission-là. Donc, je peux quand même dire que ce sont là quelques critères qui ont sous-tendu ce travail-là. Et l'autre chose, c'est que, bon, tel que j'ai vu la répartition, je me suis dit certainement que ça fait aussi partie des critères. Et lorsque vous entrez dans certains territoires, vous allez au Bénin ici, vous allez constater que les territoires sont définis en aire culturelle et socio-ethnique. Donc, si par exemple nous voyons que au niveau d'un territoire donné, nous avons une ethnie qui domine. Et c'est cette ethnie-là qui est répandue sur tout le territoire, sur le plan géographique, en termes de superficie et tout ça. Je pense que pour pouvoir harmoniser les choses et ne pas avoir une prolifération de royauté et tout ça, pour qu'on n'ait pas d'amalgame, il est quand même de bon ton qu'on puisse considérer l'aspect socio-culturel et l'aspect ethnique, parce que déjà les gens qui ont la même ethnie et tout ça partagent déjà des aspects en commun. Donc, pour ne pas, en se figeant dessus, on peut déjà dire que là, comme vous avez en commun la même ethnie, là, on vous choisit un roi là. Et ce roi là pourra valablement vous représenter. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce ne sont que des spéculations. Effectivement. Parce que nous n'avons pas été dans la commission pour savoir réellement ce qui a sous-tendu ce travail-là. Très bien. Et effectivement, il y aura, justement, cette loi apportera beaucoup plus de précision, qui appelait chef de famille, qui appelait chef de collectivité, qui appelait tant, et tout ceci. Mais quand on voit quand même la liste de ces 16 royaumes, Théodule Roussa, on a entendu Khogbonou. On a entendu Khogbonou, on a entendu Dankromé. On n'a pas dit royaume d'Abomey, par exemple. Vous voyez, on n'a pas entendu, on entend Khogbonou. Vous voyez, quand on parle de Dassa, on dit Dacha. Voilà. Oui. Pourquoi? Est-ce que ça a retenu votre attention quand vous avez vu? Oui. Et là, une fois encore, je rejoins mon frère Kapo, qui a parlé de l'historique, c'est-à-dire avant qu'on ne désigne ces 16 royaumes proposés, on est parti de l'histoire. Il n'y a rien à faire. On est rentré au fin fond de l'histoire. On a essayé d'analyser qui étaient les rois. Où est-ce qu'il y avait véritablement une royauté bien installée? Ce n'est pas il n'y a rien de nouveau. Les pesanteurs sociologiques, qu'est-ce que ça a donné? L'ère culturelle Nago. Les aires culturelles ont été mises à contribution. Et ils ont travaillé sur ça parce que quand vous parlez de Khogbonou, on a toujours parlé du royaume de Khogbonou, pas de Porto Novo. C'est de Khogbonou qu'on a dit. On n'a pas parlé du royaume d'Abomey, du royaume de Dankromé. Ça, sa signification, ça, sa profondeur, et sur le plan métaphysique même, ça a tout son sens. On a dit le royaume d'Idacha. Mais on ne connaissait pas le royaume de Dassa.
Mais quand vous avez le royaume d'Idacha Walais, Ah oui. quand vous entendez le royaume de Boué, je pense que c'est le royaume de Berouboué. Et donc, etc., etc. Vous allez de l'autre côté de Djougou, mais on n'a pas parlé du royaume de Djougou. On a parlé du royaume de Kilir. Voilà, c'était les appellations d'origine. Originelle, voilà. Et donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens n'ont pas... C'est pourquoi je salue la commission. Je ne connais pas tous ceux qui sont membres de cette commission, mais je parie, je suis sûr que le gouvernement actuel ne fait rien au hasard. C'est des gens recherchés de qualité, qui connaissent l'histoire de ce pays, qui ont travaillé, qui sont dedans, qui font des recherches depuis plus de 30 ans, 40 ans, et qui ont les vraies informations, qui ont travaillé à partir de leurs propres moyens ou à partir des moyens que le département ou les départements leur ont donnés pour que le travail soit fait. Moi, je pense que, oui, nous devons féliciter le travail qui est fait. Et j'ai entendu qu'on est en train de... là-dedans, il y a des modalités, parce que j'aimerais qu'on en parle, des modalités de désignation de ces rois-là, oui, mais nous savons que pendant longtemps, il y a eu des guerres où des rois ont été installés la nuit de force, avec même des militaires sur un trône, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Non. Nous savons que au sein de certaines royautés, oui, on sait que c'est de la succession, c'est comment la succession se fait. Ce n'est pas parce que c'est Paul qui a les moyens, c'est lui qui est nanti, c'est lui qui a construit beaucoup de maisons dans notre localité. Mais la question, Théodore, pourquoi ça ne se passe pas dans certains royaumes? Ça ne se passe pas dans certains royaumes, ça se déroule très bien. Ça se déroule très bien. La succession, ça ne pose aucun problème. C'est là où la politique a pris le pas, disons les choses. Tel que ça se présente. C'est les régions, les localités où la politique a pris le dessus. Les hommes politiques sont rentrés avec les moyens et puis on a oublié ce que nos ancêtres. Vous rentrez, mais dans certaines royautés, même au niveau de certaines collectivités, il y a ce que nous appelons les Saint-Ro, c'est-à-dire la case des morts, où les ancêtres, c'est là on va les interroger. Même s'il faut désigner, M. Akapo l'a dit tout à l'heure, par moment il y a eu des successions à tour de rôle. Est-ce que ça va continuer? Je crois que le test aura le temps de définir. Tout à fait, la loi va préciser. Maintenant, même si c'est le cas, parce que dans certains royaumes, c'est pour éviter certaines histoires, des rivalités à n'en pas finir, qu'on est obligé de dire, oui, dans le temps, c'était tel grand frère qui avait régné, et après, il a dit, juste après moi, ce serait telle personne, mon petit frère ou mon grand frère, etc. Sinon, je sais que la désignation se fait depuis par le roi, même qui est là, qui sait que celui qui doit me succéder, c'est telle personne. Ou carrément, on va à la consultation géomantique pour voir qui c'est qui le roi. Au sein de certaines familles ou de certaines je dirais, dans certaines localités, dans certaines royautés, c'est comme ça. Allez y voir, par exemple, à Djougou, ce n'est pas le cas. Qui dit ce n'est pas le cas. À Niki, ce n'est pas le cas. Tout se passe normalement et bien. Depuis bien d'années, sans problème, depuis des siècles. Ni trompette. Tout le monde sait comment ça se passe. Et c'est devenu un rituel pour lequel tout le monde est là. Et c'est l'occasion aussi de faire des vœux. Des vœux, chacun essaie de faire les vœux. Et c'est beau, c'est magnifique. Mais et on fait allégeance à l'empereur. Oui, à l'empereur. Mais c'est pas pour rien que la Gani se tient tous les ans. Et l'actuel gouvernement, le président Patrice Talon, a renforcé le dispositif, en tout cas, tout ce qui est en termes d'infrastructure, pour que ça devienne réellement un site de touristique qui pouvait attirer les touristes. Je crois que nous avons ce besoin-là de travailler à ce que ces royautés existent. Il me reste à savoir maintenant qui sont les collectivités, parce que n'oubliez pas, par le passé, quand les rois sont élus, il y a les chefs de cérémonie, les chefs de rite, c'est-à-dire il est le chef des cérémonies rituelles et cultes du royaume ou de la collectivité, mais il n'est pas roi. Aujourd'hui, même les chefs de ces rites s'autoproclament, c'est-à-dire qu'il doit y avoir cérémonie dans le royaume de Khobonou. On sait que c'est Miton Akplogan qui est à Porto-Zoumé, qui est, je donne l'exemple de Porto Novo, du royaume de Khobonou. C'est lui, il est encore là, je le salue au passage, c'est lui qui est le gérant, le garant de tout ce qui est cérémonie. Si le roi doit faire des cérémonies,
on doit venir le voir. Et c'est lui qui doit diriger toutes ces cérémonies. C'est pourquoi, pour les fêtes du 10 janvier par le passé, je ne sais pas comment ça s'est passé cette année, mais c'est d'abord lui. C'est Mito Aklogan Portosoumé qui s'occupe de ça. Je suis sûr que dans les autres royaumes, il doit en avoir, qui est différent de chef de collectivité. Tous ceux-là sont sous le Portosoumé, etc. Le chef de famille est sous le chef de la collectivité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a une hiérarchie, certainement que très tracée. La prochaine loi va pouvoir donc clarifier tout ceci. Mais qu'est-ce qui changera? Quelles seraient donc les relations avec... est-ce que les relations avec les rois, parce que dès l'entame, vous avez essayé de montrer qu'il y a l'administration, on sait qu'il y a l'administration publique, mais qu'est-ce qui changera dans les rapports entre l'État et puis ces royaumes qui seront peut-être reconnus ou au regard des amendements qui seront apportés par les élus de la 9e législature? Quels pourraient être peut-être les rapports entre l'État et ces personnalités de nos royaumes? D'accord. Déjà, je tiens à préciser quelque chose avant de répondre à la question. D'accord. Déjà, dans ce qui est en train d'être prévu par cette loi-là, il y a une sorte de hiérarchisation qui est prévue. C'est que nous aurons des rois, et après cela, nous aurons des chefs traditionnels, et c'est après cela que viendront plutôt les chefs coutumiers. Donc c'est déjà prévu. Lorsque je faisais mes recherches, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert que c'est quelque chose qui est déjà prévu dans ce projet de loi-là. Très bien. Donc, déjà pour dire qu'il y a une structuration qui est déjà prévue et tout ça pour qu'il y ait un certain échelonnement. Et déjà pour que les gens qui pensent que le fait qu'on soit en train de vouloir instituer 16 royaumes voudra dire que certaines chefferies et tout ça là vont disparaître, qu'ils se détrompent. Ce n'est pas que ces chefferies là vont disparaître, mais il y aura juste une hiérarchisation. Il y aura un roi, et le roi va devoir chapeauter les chefs traditionnels et tout ça, pour qu'on puisse avoir une certaine harmonisation. Parce que rien de bien ou de bon ne se fait dans le désordre. Dans le désordre. Parce qu'il faut vraiment avoir un certain ordre pour pouvoir mieux établir les choses. Alors, pour ce qui concerne la question que vous avez posée, les rapports. En ce qui concerne les rapports, je dirais qu'il y aura plus de fluidité et de facilité à ce que le gouvernement ou les autorités sur le plan politique et tout ça puissent interagir avec les rois. Parce que déjà, il faudrait aussi que je rappelle que c'est la Constitution sous la forme révisée qui a introduit, voilà, qui a introduit le fait que comment dit-on, la chefferie traditionnelle, merci, la chefferie traditionnelle devra être garante des us et coutumes de chaque localité au Bénin. Donc, déjà là, nous devons déjà savoir que le rôle régalien qui reviendra au royaume et tout ça, c'est de pouvoir être en train de garantir ou de jouer ce rôle de gardien de la tradition et tout ça. Mais en dehors de cela, nous ne sommes sans savoir que, qu'on le veuille ou pas, les royaumes ou les rois et autres ont une certaine influence dans la société. Donc, ce qui fait que les gouvernants auront nécessairement besoin d'interagir avec eux. Donc le fait qu'il y ait le fait que ce soit institué maintenant qu'il y ait un certain nombre de royaumes et qu'on puisse savoir que ce sont ces rois qui représentent telle zone, telle localité et tout ça, cela va pouvoir permettre que lorsqu'on va vouloir régler ou bien résoudre un problème au sein de la société concernant une ère culturelle par exemple, ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'on a désormais quelqu'un qui représente valablement ce territoire-là ou cette ère culturelle-là. Et là, ça va faciliter la tâche. Donc, l'autre chose aussi, c'est que lorsque les autres auront besoin de pouvoir faire porter leur message au niveau du gouvernement central, cela va pouvoir être facile parce qu'ils sauront désormais qu'ils ont quelqu'un qui pourra se porter garant, qui pourra aller voir les autorités. Et ce ne sera plus comme ça se faisait dans le désordre avant, où lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une situation, on se met à
courir derrière des hommes politiques où on se constitue en équipe, on court derrière les hommes politiques et on dit qu'on a tel problème et puis comme l'autre aussi veut, comment dit-on, se faire une certaine image, il médiatise ça et puis à la fin, rien de concret ne sort. Donc je pense qu'avec ça, on pourra prendre des décisions vraiment sérieuses qui pourront être mieux suivies et les rapports seront vraiment faciles, le contact sera facile parce qu'il y aura un certain ordre, une certaine hiérarchie qui va faciliter les choses. Très bien. Oui, qu'est-ce qui changera? Oui, beaucoup de choses. C'est pourquoi j'apprécie depuis toujours le mode de fonctionnement du président Patrice Talon, qui a dit que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour vous et moi, pour nous, mais c'est pour la postérité. Vous allez voir, quand ces royaumes seront véritablement installés, validés, alors ils serviront de canal de communication entre l'administration, donc les gouvernants et la population. Supposons que je prends le cas d'espèce où il faut qu'il y ait une enquête qu'on vérifie par exemple dans le royaume de Porto Novo, je prends le royaume de Idacha, quelles sont les réalisations, de quoi les populations ont besoin. Par exemple, le dernier Conseil des ministres, on a appris à nouveau qu'en plus de tout ce qui a été fait pour alimenter toutes ces zones géomorphologiquement difficiles d'accès en eau potable, ce qui existe, on veut densifier tout ceci, mais on pourrait s'adresser au royaume. Les ministres conseillers que nous avons, qui sont en train de descendre au sein de la population, peuvent, au nom du gouvernement, du président de la République, aller vers ces rois-là, ces chefs traditionnels, ces chefferies traditionnelles, avoir l'information. Nous avons tel problème dans notre localité. Tel projet qui a été lancé n'est pas allé à terme, etc., etc. Nous manquons de médecins, nous manquons de salles de classe, nous manquons de professeurs, de terrains de sport, etc., etc. Ce qui permettra au gouvernement de savoir sur quel levier actionner, quel projet apporter, comment faire pour que les réalisations se fassent et que les populations se sentent concernées. Vous allez par exemple au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire à côté, et même au Togo, les rois, la chefferie traditionnelle est consultée. Même pour prendre de grandes décisions au niveau au sommet de l'État, on passe en dehors des considérations politiques, économiques, on passe à la consultation. On va voir les rois qui donnent leur avis. Et parce qu'ils sont au sein de la population, ils ont vu faire, ils apprécient, ils savent ce qu'il faut pour leur population et c'est toujours bien. Moi, je pense que il doit exister une très bonne relation entre l'administration, je peux parler des gouvernants et les chefferies traditionnelles, les royautés qui seront bientôt reconnues et installées. Très bien. Merci beaucoup, chers invités. Pour le peu de temps qu'il nous reste, on va juste donc porter quelques regards sur cette décision issue du Conseil des ministres de cette semaine. Il s'agit de la mise en place du cadre national de concertation de l'artisanat au Bénin. L'artisanat, vous le savez, apporte tout de même des devises à notre pays et cela est structuré, restructuré au regard d'un certain nombre d'objectifs qui lui est désormais dédié. L'artisanat, un cadre de concertation nationale pour l'artisanat, qu'est-ce que cela pourrait changer juste à Capo? Je dirais que cela pourrait changer beaucoup de choses. Et quand je dis cela changerait beaucoup de choses, c'est positivement. Positivement, parce que je dois préciser que l'artisanat contribue à près de 13% aujourd'hui au PIB. Donc, ce qui n'est pas négligeable, ce n'est pas du tout minime. Donc s'il y a cette situation, il y a quand même lieu que l'on puisse instituer un cadre qui puisse permettre de pouvoir mieux harmoniser les choses afin que ce secteur-là puisse contribuer mieux au façonnement de notre économie. Donc c'est très très important. Et déjà, je dirais que ce n'est pas aujourd'hui que les réformes ou
la normalisation des choses au niveau du secteur de l'artisanat a commencé. Qu'ils vous souviennent qu'avant, pour, par exemple, faire les examens au niveau des artisans comme les couturiers, les menuisiers et autres, cela se faisait, comment dit-on, il y avait des fêtières d'organisation et tout ça là, qui décidaient à un moment donné que la date d'examen sera telle. Et c'est comme ça qu'ils s'organisaient entre eux pour pouvoir faire les examens aux apprentis et tout ça. Et c'est à la suite de cela que chaque patron ou chaque patronne était libre de pouvoir décider de quand on va attribuer les diplômes et tout ça. Mais à l'avènement de ce gouvernement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a ce qu'on appelle désormais le certificat de qualification au métier, qui vient maintenant régulariser de façon beaucoup plus professionnelle les choses. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est au niveau du ministère des enseignements secondaires, de la formation professionnelle, que cela est centralisé. Donc déjà, cet aspect-là déjà nous dit que le gouvernement porte vraiment un regard précieux sur ce secteur-là. Alors, pour la question qui est posée, oui. Je dirais simplement que le fait qu'il y ait ce cadre-là, cela va permettre au gouvernement de pouvoir mieux, lorsqu'il y aura par exemple des projets qui vont vouloir couvrir ce cadre-là, cela pourra être mieux institué, la mise en œuvre sera beaucoup plus facile et on saura désormais qui rencontrer de façon directe, avec qui échanger et comment décider du sort des gens qui seront impactés, qui seront touchés et tout ça. Donc ce cadre-là, le fait et la mise en œuvre de ce cadre-là est vraiment quelque chose d'idoine et qui vient quand même à point nommé et qui va permettre quand même que les choses puissent mieux se régulariser et qu'il y ait cette facilité-là d'accompagnement de ce secteur. Très bien. Théodule, pour ça? Oui, même aperçu des choses, parce que, quoi qu'on dise, nous avons besoin, au regard des réformes qui sont engagées dans beaucoup de secteurs, oui, c'est évident, avec l'investissement que le gouvernement est en train de faire dans le domaine du tourisme, de l'artisanat, et c'est clair qu'une réorganisation du monde du secteur artisan ou du secteur artisanal intervienne. Nous en avons qui sont là, nombreux, et qui volent peut-être de leurs propres ailes ou par petits groupes qui n'ont véritablement pas des cadres formels ou institutionnels pour s'adresser à l'administration ou au gouvernement pour des échanges concrets, pour des projets des projets viables qui pourront apporter un plus à l'économie. Nous avons, M. Kako l'a dit tout à l'heure, environ 13% de l'économie béninoise. Nous visons pour que ça donne beaucoup plus au regard de tout ce qui est investi par le gouvernement dans ceci qui parle de tourisme, parle également de l'artisanat, parle de tout ce qui va avec, et pourquoi pas de tout ce qui est culture, parce que c'est de notre culture. L'artisanat découle de ce que nous avons comme culture de chez nous. Quand vous allez, par exemple, à Aboumé, au quartier Rontondi, mais tout ce qui se fait là, ça c'est de l'artisanat. Vous allez à Porto Novo, à Goukomé, par exemple, c'est de l'artisanat qui se fait. Vous allez dans le nord, exactement, tout ce qui se fait, c'est de l'artisanat. Et quand vous venez, vous voyez, vous observez les touristes qui viennent, c'est ce que nous fabriquons, nos artisans fabriquent, qui les intéresse. Qu'ils essayent de voir. Et certains, moi je connais des Chinois qui sont venus ici observer les nôtres travailler pendant 2 mois et qui sont repartis en Chine, maintenant sortis des machines qui pourront les aider, c'est-à-dire accélérer la production. Au lieu qu'ils mettent 24 heures pour produire peut-être 2-3 statuettes bien taillées, bien soignées, mais il y a des machines qui pour tailler, avec lesquelles ils pourront travailler de façon accélérée pour qu'il y ait plus de production. Je crois que c'est tout ça regroupé qui donne cette chance que le gouvernement est en train d'offrir au monde artisanal. C'est vrai qu'il il existait déjà des chambres de métier de l'artisanat. Exactement. Il y avait d'autres organisations. Mais aujourd'hui, avec ce cadre-là, tout ceci et les essents,
aura bel et bien un regard sur tout ce qui se passe, mais de toute façon, c'est le gouvernement, avec le soutien des artisans, qui va installer ce cadre-là. Et ce serait pour le bien de toutes les façons, et pour le bien de notre pays, parce que nous avons besoin aussi de valoriser ce que nous avons comme culture, comme art, et nos mœurs et tout ceci, nous devons les valoriser. Un peu comme le Brésil, un peu comme la Chine, un peu comme, je dirais, le Japon, où on a tout ceci est mis en valeur. Je trouve du plaisir à suivre les chaînes de télévision, surtout quand on parle quand on passe des documentaires de certaines localités de Guangzhou, de Las Palmas, de l'autre côté des collines plus éloignées de la Chine. C'est vraiment beau. Vous allez comprendre que les gens travaillent au quotidien à faire valoir, à valoriser tout ce qu'ils ont comme art, culture de chez eux. Très bien. Merci beaucoup, Justin Kakpo. On est malheureusement au terme de nos discussions. Espérons vous retrouver très bientôt sur nos antennes. Merci pour ce que vous avez apporté comme analyse au regard des deux sujets que nous abordions. Justin Kakpo, qui est donc analyste politique. Merci beaucoup à vous. Et puis, Théodule Moussa, merci également à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin donc le débat d'aujourd'hui pour le compte donc de ce 13 mars 2025. On va se retrouver demain et c'est bien évidemment demain le dernier numéro de cette semaine. Vous savez que vous restez toujours donc connectés à nos différents canaux digitaux, à savoir notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Vous avez notre site internet www.etelebénin.com. Vous avez notre page Facebook, sans oublier notre compte Ins. Allez, bonne soirée à chacun et à tous.